Bienvenue sur la chaîne de podcast Les Red Flagueuses, l'émission qui vous aide à éviter les situations toxiques. Chaque épisode sera accompagné de visuels résumant nos conseils pour identifier les red flags et proposer des solutions. Les barres d'infos des différentes plateformes d'écoute sont à votre disposition pour prolonger la réflexion sur le sujet. Bienvenue dans ce 5e épisode des Red Flagueuses. Au programme du jour, la place des femmes au sein de la scène métal. Vous allez avoir le plaisir d'écouter la conversation que j'ai eue avec Sophie Le Burton, avant tout fan de métal, mais surtout organisatrice de concerts pour la scène musicale liégeoise. Sophie et moi, on est des fans de métal, on est des filles, et on s'est posé la question de savoir pourquoi, quand on tournait la tête lors d'un concert, on constatait qu'on était assez peu nombreuses. Et aussi, on se posait la question de savoir pourquoi on était finalement entre gens de couleur blanche. Le métal a toujours eu une réputation sulfureuse et pourtant, c'est une musique qu'on adore, qu'on écoute au quotidien. Et on voudrait pouvoir partager ce plaisir de cette puissance musicale, de cette énergie avec plus de gens. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre notre parcours, notre rapport à la musique métal, toutes les expériences que Sophie a pu rassembler tout au long de l'organisation des concerts. On n'a pas la prétention de couvrir, de creuser l'ensemble des questions liées à la sociologie du métal, mais en tout cas, on voulait introduire le sujet et pouvoir vous proposer éventuellement des petits débats en commentaire. Ce sera peut-être l'occasion plus tard d'un épisode plus long avec plus d'invités. Je vous souhaite en tout cas une bonne écoute de cet épisode qui sera particulièrement illustré au niveau musical, bien évidemment. Et on se retrouve en fin d'épisode pour l'annonce de la suite et fin de la saison 1 des Red Flagueuses. La thématique du jour, le métal. Alors, en introduction, je vous ai expliqué le pourquoi de ma démarche, pourquoi j'ai eu envie d'entendre Sophie derrière le micro aujourd'hui. Je vais la laisser se présenter. Vas-y, Sophie, on t'écoute. Donc, bonjour, Sophie. Je viens de Liège. J'ai 42 ans et ça fait un peu plus de 20 ans que je suis impliquée dans la musique. Je suis vraiment honorée d'être invitée pour parler de ça ici. Ah bah, tout le plaisir est pour moi. Ouais. Alors, Sophie, effectivement, la musique, c'est ta passion, mais alors, un certain type de musique. Oui, le métal, Voilà. principalement. Principalement, tu écoutes d'autres genres aussi ? Oui, j'écoute beaucoup de genres beaucoup plus calmes, beaucoup plus passe-partout. Ok. Mais c'est le métal qui a la place la plus importante. Alors, comment tu as découvert le métal ? Alors, j'ai découvert le métal à une époque où on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas Internet. Donc, la découverte de la musique se faisait encore par des cassettes qui passaient dans les cours d'école, qui passaient dans le village, dans les soirées, etc. Mon entrée dans le métal a été au milieu des années 90, je dirais. À la base, moi, j'écoutais vraiment la musique de mes parents, qui eux aussi sont passionnés de musique. Donc, c'était plutôt le rock alternatif, un peu de musique des années 80, etc. Et puis, je me suis retrouvée à l'âge de 13 ans dans une camionnette. On partait pour un stage avec mon club de natation. Et j'étais dans la camionnette des plus grands qui demandent aux chauffeurs pour mettre leur cassette. Et leur cassette, c'était Nirvana. Et là, changement complet. Je me revois dans cette camionnette. Là, je dis, ça y est, c'est ça que je veux écouter. Et donc, c'est la première musique que je découvre par moi-même, finalement. Donc, on était en 93. Nirvana, en 94, ça se termine, finalement. Et à cette époque-là, je déménage. On vivait dans une ville et on déménage dans un plus petit village. Je commence à avoir l'âge où mes parents me laissent sortir toute seule de la maison et un peu faire ma vie. Et là, encore une fois, je tombe sur des plus grands qui, eux, sont dans le métal. Pareil, ils me passent des cassettes. On se retrouve le week-end ou en soirée sur le bord de la place du village. Et on écoute. Et alors là, c'était l'époque Sepultura, Metallica, etc. Les grands groupes
connu à l'époque. Et là, deuxième déclic en disant oui, ma musique, c'est ça. Quels sont les éléments de la musique métal qui te font vriller, toi? J'aimerais bien savoir. Parce que souvent, moi qui suis aussi fan de métal, les gens me disent, mais comment tu peux écouter ce genre de musique? Moi, ça me fait toujours fort rire. Mais si tu devais répondre à quelqu'un, tiens, pourquoi ton crush, c'est le métal? Qu'est-ce que tu dirais? Je crois que ce qui m'a tout de suite interpellée et beaucoup plu, ça a été que j'ai senti comme une libération et comme tout ce qui était à l'intérieur et qui doit sortir, autant le positif que le négatif, c'est la musique qui me le sort. C'est vraiment une libération. Je suis quelqu'un qui est quand même assez calme, qui s'exprime assez peu sur ses sentiments aussi bien positifs que négatifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui décharge, en fait. Oui, tout à fait. Je me reconnais aussi dans ce sentiment de décharge, mais j'ai aussi, moi, le sentiment de puissance. En tant que fille, on est souvent cantonné dans des rôles de princesse. C'est ça. Même si je crois que toi et moi, on a très vite fait le tour et Oui, on a pris ce qu'on avait envie de prendre du côté princesse. Il y avait quand même un côté très contrôlant de nos corps, de nos mouvements. Et là, j'ai vu des êtres humains, notamment en concert, qui faisaient n'importe quoi, qui étaient capables de danser, en s'en fichant finalement du côté esthétique, parce que d'une certaine manière, il y a quelque chose... Bon, le métal a quand même son esthétique et il y a aussi ces beaux gosses et ces belles filles, on reviendra sur le sujet plus tard, mais j'avais vraiment ce sentiment de totale liberté, proche du punk aussi, hein. Je pense que le punk est même beaucoup plus précurseur à ce niveau-là, mais moi, c'était vraiment ce sentiment de puissance brute, à laquelle j'avais accès avec ma musique, moi toute seule ou avec les autres, sans finalement de question de genre. Oui, il y a ça aussi, c'est le côté faire partie d'un groupe qui, tout le monde en même temps, apprécie la même chose, libère, et alors la personne à côté va peut-être libérer du négatif, pendant que moi je libère du positif, mais il y a effectivement aussi ce sentiment de rassemblement et d'énergie qui arrive, qui repart, qui circule tout autour, qui est très intéressante. Oui. Le fait que ce soit rejeté par les autres, d'une certaine manière, que le métal soit mal vu. Moi, c'est quelque chose qui m'attire très fort parce que je ne supporte pas qu'on rejette les gens sur des critères complètement arbitraires, qu'on rejette les gens tout court d'ailleurs. Et moi, j'avais un peu ce sentiment aussi de devenir un peu la défenseuse d'une cause en me disant mais si, c'est bien et c'est génial et ça demande énormément de talents artistiques, musicaux. Mais au plus c'était rejeté, au plus je m'y accrochais, moi. Oui, ben un peu pareil. Donc moi, à l'école, c'était aussi très pop. On avait un peu le début de tout ce qui était techno, etc. Et moi, je me suis tournée vers le punk et le métal. En apparence, plus le punk. Et il y avait le côté rebelle aussi. Être la rebelle, pas faire comme les autres, pas avoir le dernier t-shirt à la mode, pas avoir la même coupe de cheveux. Et il y avait un peu le côté rebelle qui allait avec cette musique, oui. Mais d'ailleurs, je pense que parfois, de manière négative ou positive, on perçoit les métalleux aussi comme des nerds et des geeks. Alors, faut pas se mentir. On a quand même beaucoup de liens avec le monde du cinéma, de la musique, de la science-fiction, du fantastique, etc. Il y a aussi une esthétique qui est large, mais qui est quand même assez sombre, hein, dans laquelle on se reconnaît quand même un peu toutes et tous en tant que fans de métal. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté... on n'était pas comme les autres, alors que finalement, d'une certaine manière, quand on observe les métalleux, il y a quand même un uniforme. Oui, finalement, c'est... Voilà, hein, les tatouages, On les rentre dans le piercings, rang, oui. voilà. Oui. Il y a un rang, on crée notre propre rang, mais bon, on va dire qu'on est Oui. plus volontaire. C'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que toi, tu as pu voir une évolution entre la scène métal que tu as connue toute jeune et ce que tu peux proposer maintenant ou ce que tu peux consommer maintenant en tant que fan de métal? Oui, il y a eu un grand changement. Il y a eu d'abord l'arrivée d'Internet. Donc ça, c'était vraiment au début, où j'étais plus impliquée dans la scène live. Donc au moment où moi, j'ai commencé à plus m'impliquer dans la musique en live, c'était beaucoup plus facile aussi de découvrir des groupes parce qu'on pouvait communiquer par mail, on pouvait s'envoyer des liens. Et donc, il y a eu une découverte de la scène alternative
d'autres pays. Parce qu'on connaissait la scène alternative de notre village, de la ville d'à côté, aller de la ville à 100 km, mais ça se limitait vraiment à ça. Et que l'arrivée d'Internet a permis de communiquer à plus grande échelle. Et puis l'arrivée des réseaux sociaux. Donc pour moi, le premier grand changement, ça a été MySpace, Bien pour sûr. ceux qui se souviennent. Je me souviens Voilà. fort bien. Je ne crois que je n'ai jamais autant fait de concerts qu'à l'époque de MySpace. Voilà. Donc c'est là, ça a vraiment été une plateforme où toute la scène alternative, pas que métal, hein, c'était vraiment tout type de musique, a vu une belle occasion de partager, de faire connaître sa musique. Là, des liens sont créés. Et ça a commencé déjà on pouvait aller à des plus petits concerts. C'était pas aller à Forêt Nationale, c'était pas forcément être dans la même pièce que 500, 600 personnes. C'était des concerts à plus petite échelle que moi je connaissais déjà de la scène punk. Puisque là, c'était déjà tout le système de squat, etc., tournait déjà beaucoup en connexion internationale. Et puis le deuxième grand changement a été l'arrivée de vraiment les réseaux sociaux à proprement parler, Instagram, Facebook. Et puis, alors ça ne s'arrête plus, quoi, Spotify, etc. Il y a une grosse partie des concerts auxquels je vais, que j'organise, des groupes que j'écoute, qui ont déboulé dans mon univers via les suggestions, les partages d'amis. Ça change quand même fort la donne d'envoyer juste un message en disant « Ah tiens, écoute ça, c'est vraiment bien », plutôt que à l'époque, copier sa cassette, dire « Ah ouais, il faut que j'aille chez Sophie, que je lui fasse écouter, que je l'oublie pas, etc. » Il y a eu un grand changement à ce moment-là, pour moi. C'est plus une consommation individuelle chez soi plutôt que le côté collectif qu'on avait avant. Tu ne penses pas? Parce que j'ai l'impression qu'on est plus derrière notre ordi à écouter effectivement des choses. Et parfois, j'ai un peu peur que ça nous coupe du côté on voit les gens, on les rencontre. Toi, tu n'as pas eu ce sentiment-là? Oui, allez, si, il y a quand même effectivement toute une série de choses qui se fait plus chez soi. Mais moi, pour avoir un pied quand même dans l'organisation, je me rends compte que ça a ouvert aussi pas mal de portes. Ça a ouvert pas mal d'opportunités pour des groupes de venir, pour des gens d'en découvrir. Et je pense que si on veut vraiment continuer à rencontrer des gens et à partager ça en vrai, il y a toujours moyen. Oui, je suis assez d'accord avec toi parce qu'il y a souvent un discours assez négatif sur les réseaux sociaux en disant oui, mais ça individualise les gens. Alors c'est le cas pour une partie de la réalité des réseaux, mais d'un autre côté, il paraît que chez les ados, il n'y a jamais eu autant d'ados qui se sont rencontrés, qui ne se seraient jamais croisés grâce aux réseaux sociaux. Donc déjà dans le côté sociologique des choses, il y a quand même du positif qui arrive grâce à ça. Moi, en tant que féministe, j'ai eu accès à 10 fois plus, 100 fois plus d'informations grâce à Instagram notamment. Et je pense que ça permet de rassembler des gens qui finalement sont fort individualisés dans des endroits à circuler et qui peuvent virtuellement et puis après en présence se rassembler. Moi, je trouve ça vraiment génial. Par contre, moi qui ai un peu quitté le monde du métal pendant plusieurs années en fabriquant mon enfant et en ayant d'autres... on va dire d'autres passions, etc., à faire des choix de temps en temps, hein, dans une journée de 24 heures. Ça fait assez peu de temps que je me remets à découvrir de nouveaux groupes. Je suis abasourdie, mais de manière positive, par le nombre de groupes de métal qui existent. Alors, soit c'est une illusion, parce que je suis très en retard, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a un foisonnement de styles, de genres, de groupes que... Alors, ça a peut-être toujours été comme ça, mais moi, j'ai quand même eu l'impression qu'il y a eu un creux vers 2010 et que depuis, il y a une explosion à nouveau. Moi, je suis un peu perdue, même, à certains moments. Oui, je vais dire ces 5-10 dernières années, il y a effectivement eu une explosion du nombre de groupes, du nombre de genres, sous-genres. Et alors, je suis, moi, une page qui s'appelle Métallurgie, c'est des Français qui font ça. Et tous les vendredis, ils font un post avec les sorties métal de la semaine. Tout genre confondu, tout ce qui est étiqueté métal de manière générale. Et vendredi dernier, il y avait 75 nouvelles sorties. Ah oui, quand même. La précédente, on était autour des 60. Donc, voilà, on va dire qu'on passe les 50 sorties
par semaine pour le moment d'albums de métal. Au niveau Toujours international. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc eux, ils reprennent vraiment, ils sont abonnés à toutes les newsletters d'à peu près tous les labels, gros labels, petits labels, labels DIY, tout. Ben, voilà, vendredi dernier, on avait 75, quoi. Voilà, ok. Impossible à écouter. Oui, je pense. Tout de suite, on se dit, ça va, c'est bon, je trace mon Je chemin. trie par sous-genre, par Ouais. genre et sous-genre. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai eu la réflexion d'un pote qui me dit, oui, mais est-ce que du coup, ça ne fait pas qu'il y a la moitié des gens qui sont sur scène et une fois qu'ils ont fini de jouer, ils sont le public. Enfin, tu vois qu'on tourne dans une sorte où il n'y a pas de public et c'est les musiciens des groupes de métal qui sont le public des autres groupes de métal. Ça, c'est quelque chose qui a presque toujours existé. Parce que les gens qui sont dans la scène métal sont généralement assez impliqués d'une façon ou d'une autre. Donc, soit dans l'organisation, ils vont par exemple travailler dans le bar de la salle qui organise les concerts, ou ils vont participer à tout ce qui est nourriture, etc., aide. Et c'est vrai que les métalleux, de manière générale, aiment bien jouer aussi. C'est... Oui, puis 50-50, peut-être pas, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie des gens qui sont en concert qui sont aussi, eux, dans des groupes. Oui. Il y a peut-être 2 phénomènes aussi qui expliquent ça. C'est le manque de moyens, parce que je ne pense pas que ce soit la musique le mieux financée quand on regarde la scène musicale. Et la deuxième chose aussi, c'est que comme on est proche des musiciens, je crois que beaucoup de gens se disent moi aussi, je peux monter sur scène. Parce que je suis à 2 mètres de la personne qui chante et que je vois qu'elle respire, que parfois il y a des fausses notes, parfois il faut reprendre son souffle, parfois c'est pas évident, mais qu'elle le fait et qu'elle se marre. Et c'est différent que de voir quelqu'un comme moi j'ai pu voir Rammstein, où j'étais tout au fond de la salle et je crois j'avais l'impression qu'il y avait des kilomètres entre eux et moi, où la scénographie est extraordinaire, mais on se sent très petite par rapport à des artistes comme ceux-là. Tandis que la scène métal locale, ou en tout cas les salles locales, moi je trouve, donnent accès à la musique de manière plus concrète. Oui, je suis assez d'accord. Il y a le côté proximité, il y a le côté quand tu es au premier rang, tu as le genou contre la scène qui fait 60 cm. Tu n'es pas effectivement à un concert de Rammstein, Metallica, les plus grands, où même si tu es au premier rang et que ça fait 10 heures que tu attends contre ta barrière, il y a 2 à 3 mètres avant la scène. Eux, ils sont encore en recul. Donc, la personne la plus proche du plus proche musicien est à plus de 10 mètres. Et je pense que ça intimide. Et cette dimension grande en disant, voilà, faire de la musique, c'est être dans un stade où il y a 10 000 personnes. Non, faire de la musique, c'est aussi être dans une salle où parfois tu n'as que 12 personnes, tant pis, mais tu as ta chance aussi. Il y a quand même énormément de collectifs et d'organisations, ici en Belgique, mais même ailleurs, qui donnent vraiment, dans le métal en tous les cas, qui donnent vraiment leur chance à des groupes débutants. Il y a une grosse différence, je dirais, avec la scène rock et rap, c'est qu'il y a très peu de gens qui en vivent vraiment, finalement. Alors, sur je dis milliers, mais peut-être dizaines de milliers de groupes métal qui existent, j'ai pas de chiffres réels, mais il y a très très peu de gens qui en vivent. Je veux dire, on va encore reciter les plus grands, Rammstein, les Metallica, oui, c'est sûr, ça fait 30 ans qu'ils vivent de ça. Et il y a quand même des centaines de groupes qui en vivent. Mais une grosse majorité des autres groupes, ils ont des boulots sur le côté. Alors, peut-être plus des boulots à temps plein, ils peuvent quand même se permettre de réduire leur temps de travail ou peut-être de vivre d'une autre passion. Mais ça reste une passion. Ça reste, et même quand on est dans un petit concert avec un petit groupe, il faut les choses sur scène de manière très professionnelle parce qu'ils prennent les choses très au sérieux et tout est en place, tout est très bien fait, mais ce n'est pas leur activité principale. Et ça, je crois que ça change vraiment la donne aussi dans leur approche. C'est plus un travail. Et voilà, quand ça fait 40 ans que tu montes sur scène, quand c'est avec ça que tu payes ta maison ou ta 10e maison, que c'est avec ça que tu vis, c'est une autre approche aussi. C'est ton boulot. C'est un autre univers, voilà, oui. Je pense que c'est ça qui fait aussi que le métal reste de niche, c'est qu'effectivement, les gens ne font pas beaucoup de thunes avec cette musique-là. Quand ils en font, hein. Ça, je suis persuadée. Quand c'est ça un marche, peu tout rien. Oui, c'est tout ou rien. Voilà, ouais. Moi, j'ai eu la possibilité de voir Gojira il y a 20 ans
sur scène qui débutaient. Et puis quand tu vois maintenant le mastodonte que c'est devenu, justement, il faut une tournée avec mastodonte. Oui. Mais voilà, c'est impressionnant. Mais en même temps, quand je les avais vus, je m'étais dit, waouh, on est encore dans un autre univers aussi. Parfois, on croise des groupes comme ça, alors qu'ils n'auront pas forcément leur chance, mais où tu as des découvertes effectivement, de professionnalisme, mais aussi de virtuosité qui sont extraordinaires. Alors, pour continuer notre petit voyage, on va plonger dans la question genrée féministe de la force. Est-ce que, au cours de ton parcours de fan de musique, est-ce que tu as déjà vécu ou été témoin de situations où ton genre, donc tu te définis comme fille, tu es cisgenre, a pu poser problème, où tu as senti que tu étais perçue de manière différente, ou des choses qui à l'époque pouvaient te paraître tout à fait normales, et 20 ans plus tard, tu dis « Ouh là là, c'était quand même limite ». Donc des réels problèmes ou réelles situations dangereuses, j'ai la chance donc, que ce soit non. Donc voilà, j'ai eu pas mal de retours sur des problèmes qui ont lieu dans des grosses scènes ou des gros événements. Moi, je reste toujours dans des plus petits événements, dans des choses plus alternatives. Donc ça change pas mal même la mentalité des gens qui sont sur place. Maintenant, des situations un peu de malaise ou peut-être pas parfois le mot malaise était trop fort, mais qui me inconfortable, je dirais, malheureusement, oui. Donc les premières réflexions qui me reviennent à l'esprit, c'est le côté oui, mais toi, si t'es une fille, t'es là pour te taper un mec à longs cheveux tatoués, tu t'en fous de sa musique. Super. Ok, sauf que non. Enfin, je veux dire, le métal et la musique extrême, ça porte quand même bien son nom. La personne, s'il y en a qui le font, tant mieux pour elle, mais se taper cette musique en espérant juste ressortir au bout d'un moment avec un long cheveux tatoués, c'est quand même fort donné de sa personne. Oui, Donc, c'est ça. non. Moi, ce qui m'a assez rapidement mis mal à l'aise, en fait, c'était le côté parfois où on mettait en avant une fille et le côté sexy d'une fille. Et ça m'a assez vite dérangé en me disant c'est pas, ça n'a pas d'intérêt. C'était même pas me déranger, c'était plutôt me contrarier en disant mais quel est l'intérêt. Tu parles de ces chanteuses de groupes de métal bien connues qui sont extrêmement sexualisées ou se sexualisent elles-mêmes. Hein. Ça, je n'ai pas de connaissances. Pas non plus, voilà, ouais. Je ne sais pas si c'est un manager ou ce sont elles qui définissent leur tenue, mais qui vont développer des attitudes marketing, en fait. Hein. On vend un album parce que la chanteuse gère, ça indéniablement, en termes de qualité vocale et scénique, mais aussi extrêmement sexuellement attirante et ressemble à une pin-up avec des cheveux verts. Hein, voilà, c'est une autre version de la pin-up. C'est un débat qui est très compliqué parce que moi, en tant que féministe, je ne veux pas attribuer d'étiquette à qui que ce soit. C'est-à-dire, si une fille, un mec, n'importe qui, a envie d'aller sur scène avec une combinaison à latex et d'écarter les jambes en grôlant, moi, je m'en fous, en fait. Le problème, c'est que, comme toi, donc on a plus ou moins le même âge, il y a une période de ma vie de fan de métal où j'avais l'impression d'être confrontée uniquement à ce genre de chanteuse. Leur genre était performé de manière, mais puissance 10 000, quoi. Et j'avais, du coup, dans le comportement des mecs qui étaient autour de moi, parce que souvent j'étais la seule fille, où on était 2-3, j'entendais parler que du physique de la chanteuse, ou qu'est-ce qu'elle est belle, etc. Et du coup, moi, j'avais l'impression que ce milieu dans lequel j'avais l'impression d'être un poisson dans l'eau, on m'en sortait, on me tapait hors du bocal, en rappelant qu'en fait, on était dans des rapports de genre où il faut absolument charmer, où il faut être dans ces rapports de séduction, alors que comme toi, moi, le métal, je l'ai découvert toute seule chez mon disquaire, qui existe toujours d'ailleurs. Certes, j'ai souvent suivi aussi les découvertes de mes différents compagnons, mais c'est une musique qui m'appartient aussi. Et là, j'avais l'impression qu'on m'en sortait et qu'on me rappelait que j'étais une femme, alors que j'avais souvent eu cette illusion qu'en étant métalleuse, j'étais un peu fondue dans la masse. Est-ce que c'était ça aussi, toi, qui te mettait mal à l'aise ? Ça me mettait mal à l'aise aussi, ce côté, et comme toi, tout en respectant celle qui a envie effectivement de mettre une combi en latex et d'être super sexy sur scène.
J'ai aucun problème avec ça, mais ça se ressent en fait. Et en parallèle, sur la scène punk que je fréquente toujours et que je fréquentais déjà à l'époque, il y avait aussi énormément de filles. Et pareil, énormément de filles super jolies, super bien foutues et qui étaient parfois aussi en mini-jupe décolletée. Mais j'avais pas le même ressenti. Et tu as vraiment mis le bon mot dessus, c'était le côté marketing qu'il n'y avait pas de l'autre côté, où j'ai parfois vu ou organisé des groupes avec des filles super jolies, super bien habillées, super féminines, mais tu sentais que c'était naturel. Et j'ai vraiment, à un moment donné, ressenti dans le métal la création d'un personnage qu'on va mettre sur le devant. Et ça me gênait quelque part. Je me disais, mais finalement, il y a un peu le côté scène alternative, même si le métal, ça au niveau mondial, ça concerne des millions de personnes, mais ça reste quelque chose underground, mais qui, en gros, ça concerne quand même énormément de gens. Et ça me gênait ce côté production, marketing dans cet univers-là, oui. C'est ce qu'on appelle le male gaze. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme-là en cinéma. C'est la façon dont un réalisateur, homme, va mettre en scène le corps et les attitudes des femmes. Pas longtemps, on a regardé une série où le male gaze transpirait de tous les pores des années 2000, où à chaque fois que l'actrice descendait un escalier, la caméra filmait des pieds jusqu'à la tête en s'arrêtant à une fraction de seconde à l'entrejambe, à la poitrine. Voilà, ça c'est le genre de mise en scène où tu n'as pas juste un être humain qui descend un escalier, qui va ouvrir une porte, tu as une femme langoureuse qui descend un escalier, tout ça, et en plus scientifique, hein, la fille. Donc tu cherches le lien, enfin tu dis... On n'est pas dans une scène de musical avec une chanteuse lascive qui descend. Oui, non, c'était bonjour, oui. j'ouvre ma porte. Mais il faut quand même que j'ai un top à bretelles, un décolleté de fou malade. Et je me suis dit que ces actrices, à cette époque-là, devaient en avoir ras-le-bol à certains moments, cette objectivation qui doit être vraiment extrêmement désagréable. Et donc, on est aux années 2000, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai vu dans la scène métal l'arrivée de ces chanteuses où j'avais le sentiment que ce n'était pas... Elle n'était pas totalement libre, ou en tout cas, elle faisait des choix qui allaient dans le sens d'une image de la femme ultra stéréotypée, qui était là pour vendre parce qu'elle avait un physique particulier. Et ça, moi, ça me pose problème. Dans le punk, oui, moi aussi, j'ai déjà vu des concerts avec des filles absolument magnifiques, mais d'abord, elles n'étaient pas en concurrence avec moi. Dans leur attitude, elles étaient là pour faire de la musique pour tout le monde dans la salle. On sait qu'il y a aussi une inclusivité dans la scène punk qui est quand même remarquable. Certains groupes à chanteuses de métal, on était dans un univers très blanc, très nordique, avec des princesses aux longs cheveux qui ont une façon de se déplacer dans l'espace qui relevait plus de la démonstration de regarder comme je suis jolie que dans une attitude vraiment où la fille elle se lâche et elle est vraiment à fond et on sent que c'est une musicienne, quoi, que vraiment là on garde quand même une certaine tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, voilà. Oui. Et donc c'est ça qui moi me pose problème. Et je pense que quand on est minoritaire, que ce soit sur scène ou dans la salle, on n'est pas dans les mêmes rapports on ne se sent pas à l'aise de la même manière. Je pense que c'est exactement la même chose, faire le parallèle avec les 2 ou 3 blacks et personnes d'Afrique du Nord qui vont se retrouver dans la salle et regarder autour d'eux, se dire que y a 95% de blancs et de blanches autour d'eux dans la scène métal. Donc je pense que c'est aussi une des caractéristiques de cette scène-là qui fait peut-être qu'elle reste un peu une scène de niche, c'est que c'est quand même un univers très masculin et très blanc. Les gens ne le font pas exprès, hein. Les mecs qui vont sur scène et qui consomment cette musique-là ne disent pas je vais rester entre mecs et entre blancs. Hein. Je pense que 80% des gens sont très bien. On sait qu'il y a évidemment une branche du métal qui est très très problématique, mais c'est pas peu importe le style musical, ces gens-là on n'en veut pas. Exact. Mais voilà. Mais je pense que débarquer dans une salle comme ça, quand t'as pas des potes pour t'accompagner en tant que fille ou en tant que personne de couleur, ça doit quand même pas être évident. Non. Et c'est une réflexion que je me suis déjà faite, que je me ferai jusqu'au bout, je crois. Je me l'explique pas vraiment. C'est pas non plus dû au côté extrême, je pense, parce que après j'y reviens souvent, mais sur la scène punk, c'est moins le cas et c'est pas facile. C'est pas une musique qui est non plus facile pour
pour ceux qui viennent de la pop, par exemple, ou du rap, ben c'est aussi un peu extrême pour eux. Et dans le métal, en tous les cas en Europe, il y a effectivement cette non-diversité que j'ai pas vue aux États-Unis, par exemple. J'ai vécu un petit moment aux États-Unis. Et alors, là, il y avait... ça restait toujours majoritairement, effectivement, un homme blanc. Mais il y avait quand même une diversité, beaucoup plus de filles aussi. Et c'est quelque chose que je ne m'explique pas, vraiment. J'aimerais, si quelqu'un a la réponse, qu'il nous contacte. On la veut bien. J'ai croisé quelqu'un qui avait commencé à m'expliquer et puis on a dû retourner en formation. Mais je pense que je vais recontacter ce collègue qui est lui-même métalleux. Mais j'avais adopté, je sais pas, j'avais sorti un truc du style, dans le métal, il est quand même fort ouvert. Oui, enfin, voilà, c'est un collègue antifasciste qui est fan de métal, mais qui m'a dit oui, mais c'est pas pour rien qu'il y a que des mecs en France, en Belgique, en Hollande, dans toute la partie nord en fait de l'hémisphère, parce que voilà, il m'avait cité plein de trucs et donc je pense que je vais le recontacter pour que lui aussi vienne derrière le micro et qu'on ait une petite discussion. Alors c'est pas que moi j'ai envie de faire du prosélytisme, mais absolument attirer plein de gens dans le métal, mais parfois je me dis que ça reste toujours dommage que des gens refusent de s'intéresser à un sujet parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Voilà. Maintenant, t'aimes pas, c'est clair que c'est particulier. Hein. C'est comme aimer la flamiche de Dinan, peut-être, voilà, ou d'autres plats très particuliers. Mais c'est vrai qu'il faut... Voilà, tant que les choses restent ouvertes et accessibles à tous et que tu fais ton choix librement, ça reste chouette. Mais parfois, je me dis, tiens, comment ça se fait que... Parce que je me dis, c'est tellement un défouloir, cette musique, ça fait tellement du bien au moral, d'une certaine manière, que ça pourrait peut-être aider des gens à aller mieux. Peut-être. La thérapie par le métal. On tient quelque chose. Oui, faisons ça.
Alors, si un jour l'idée vous prenait d'organiser des concerts et des festivals, eh bien, Sophie va vous donner quelques conseils. Alors, nous, ça nous ferait vraiment plaisir de voir plus de filles ou de membres de la communauté LGBT s'investir dans la scène métal, parce que la diversité apporte beaucoup plus de richesse, je pense. Donc voilà, on écoute Sophie sur son parcours, ce qu'elle a mis en place, comment ça s'est passé. Donc moi, en 2000, j'ai rejoint un collectif qui organisait déjà depuis 2 ou 3 ans, je pense, en 2007. J'ai, dès le début, vraiment adoré faire partie de cette organisation, d'être de l'autre côté, de l'autre côté de la porte, d'être ceux qui sont là à 2 heures de l'après-midi pour... qui sont là jusqu'à 2 heures du matin, qui sont là le lendemain matin, mais avec tout ce qu'il y avait en coulisses, tout ce que ça implique. Je veux dire, un groupe qui vient jouer sur scène à 20h, ça implique un trajet, d'arriver tôt assez, décharger du matériel, faire un soundcheck, manger à bout, vérifier que tout est en ordre, sortir tous les t-shirts et les CD pour mettre sur la table. Après, c'est tout remballer, vérifier qu'il n'y en a pas oublié un truc à gauche, à droite. C'est recharger un van, c'est dormir. C'est pour ceux qui ne sont pas dans le coin. C'est déjeuner avant de reprendre la route le lendemain. Tout ça qu'il y avait derrière, moi maintenant, ça me paraît évident. Mais en fait, les gens n'y pensent pas spécialement. Et ce qui m'a vraiment beaucoup plu là-dedans, c'était de, moi, mettre la main dedans, moi, aider tout ça à avoir lieu et les rencontres. Voilà. Au fil du temps, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes. Des gens qui aujourd'hui sont vraiment des amis proches parfois, et des gens qui viennent d'autres pays, qui parlent d'autres langues, d'autres cultures, etc. Et ça a un côté très intéressant, c'est vraiment un complément au défouloir musique. Oui, puis c'est une appropriation aussi de la scène musicale. Moi, j'ai organisé des concerts dans le cadre de mon travail quand j'étais jeune. Et ce dont je me suis rendu compte en m'occupant des groupes aussi. Donc, il fallait sélectionner, puis négocier les contrats, puis engager tout le monde en bonne et due forme, trouver la salle, tout le côté technique, ingé son, etc. Donc, j'ai découvert ça. Moi, je l'ai fait évidemment beaucoup moins souvent que toi, mais j'ai de bons souvenirs de cette période-là. Mais comme on a carte blanche, d'une certaine manière, on dessine un peu la scène qu'on aurait voulu avoir. Alors, moi, c'était souvent de la scène locale aussi. C'était pas des groupes particulièrement connus. Quelquefois, j'ai eu l'occasion quand même de le faire. Mais c'est vraiment ça que moi, j'aime beaucoup de l'organisation de concerts. C'est cette petite touche que tu apportes en n'étant pas forcément musicienne toi-même, mais tu fais connaître des gens que tu apprécies. Et en plus, c'est vrai, tu peux les rencontrer parfois en direct live, ce que tu n'aurais jamais pu faire juste par téléphone ou par mail. Et c'est ça vraiment, je trouve, le plaisir. Et puis alors, qu'est-ce que tu crées comme lien, effectivement? Ça, c'est génial, hein. Le carnet d'adresses prend un petit upgrade, là. Oui, tout à fait. Et alors, parce que moi, je suis comme ça, c'est ma nature profonde. J'aime bien que les choses soient bien faites. J'aime bien que les gens soient bien reçus, que les gens passent un bon moment et pas uniquement quand ils vont être sur scène. Et en fait, très rapidement, mon email a commencé à circuler. Donc, il y a toute une série de groupes. Et ça, c'est très valorisant aussi. C'est un peu, tu te mets des gommettes toi-même, mais tu reçois un mail en disant oui, il y a tel groupe qui est passé le mois dernier. Nous, on va faire une tournée. Est-ce qu'on peut venir, quoi? Principalement des groupes américains, en fait, parce que les groupes américains préparent forcément les tournées vraiment fort en amont. Ils sont partis pour plusieurs semaines sur la route dans des pays où ils ne parlent pas la langue. Ils changent de pays tous les jours. Ils ne savent même pas spécialement dans le pays où ils sont quelle langue, quelle monnaie, etc. Et donc, ils ont vraiment besoin de bases solides et de savoir que ton nom et tes informations de contact circulent comme étant quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un en qui on fait confiance. C'est bon pour l'ego aussi, même vraiment la démarche à la base, c'était pas du tout ça. Mais après, c'est encourageant pour... Oui, puis tu prends ta place, quoi. C'est ça qui est... Je pense que quand on est passionné aussi par des thématiques de niche, que ce soit en cinéma, en musique, il faut le faire soi-même, quoi. Enfin, à un moment donné, moi, j'ai encore découvert tout le travail de fan de Stargate. Hein, tu vois, le film, cet obscur film de SF de la fin des années 90. J'ai appris qu'il y avait des Français et des Allemands qui fabriquaient une gate, donc une porte des étoiles fonctionnelle, donc qui tourne comme dans le film.
Et ça fait 20 ans qu'ils travaillent là-dessus. Les gars, ils sont tout le temps occupés. Et moi, je trouve ça génial de dire des gens, oh, bah, qu'est-ce qu'on ferait bien ce dimanche? Oh, bah, on va pas regarder la télé, hein. On va aller faire des moules et on va aller taper dans du polystyrène. Moi, je trouve ça passionnant. Peu importe, hein, que ce soit du bois, du jardinage ou de la musique, mais c'est un côté, bah, il y a aussi ce côté, si je le fais pas moi-même, ça ne se fera pas aussi, enfin, d'une certaine manière. Enfin, s'il y aura toujours bien quelqu'un qui fera autre chose, mais c'est cette volonté aussi de faire connaître, de partager, moi, que je trouve ça vraiment passionnant. Le collectif pardon, que j'avais rejoint donc en 2007, ça est parti comme ça en fait. Eux, il y avait plein de groupes. Donc à ce moment-là, on commençait à avoir MySpace et compagnie. Et donc, ils commencent à découvrir un peu des groupes principalement américains. Et ils voulaient les voir. Et donc, ils regardaient les agendas, parce qu'à l'époque, les agendas de concerts, c'était encore dans des fanzines où il fallait écouter la radio, il fallait aller boire un verre à gauche, à droite pour trouver les affiches. Et ils disaient, mais c'est pas possible, il n'y a jamais personne qui les fait. Et ils se sont dit, on va le faire nous-mêmes. Et enfin voilà, leur démarche à l'époque, je trouvais ça génial en disant, bon, on va voir les groupes qu'on aime bien parce qu'eux se décident à le faire. Et c'est ça, quand ils m'ont proposé de les rejoindre, ben, j'étais vraiment ravie. Et il y a je vais dire que 90% des concerts que j'organisais, je les ai organisés très égoïstement pour moi à la base. Parce que c'est des groupes que je voulais vraiment voir, que je voulais avoir près de chez moi. Et c'est une démarche un peu égoïste, mais bon, je partage parce que la scène est ouverte. Après, tu payes ton entrée, tu en profites autant que moi. Mais c'est ça, voilà. Vu le succès, je pense que c'était pas très égoïste. Si tu devais faire découvrir le métal à quelqu'un et expliquer en quoi c'est si vaste, qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est une bonne question. Hein. D'abord, je vais vous demander si vous avez 65 heures devant vous. Non, on va pas aller dans ce détail-là. Je dirais que, allez, on va faire quelques grosses catégories. Donc, la première approche, je pense, pour aujourd'hui, les jeunes ou les moins jeunes qui ne connaissent pas le métal, ça va être effectivement les groupes plus connus. Je crois qu'à peu près tout le monde, même pas du tout passionné de métal, même qui déteste le métal, a en tête des grands noms. On voit des publicités, on en entend parler à la radio, même sur les radios plus adaptées à l'oreille de tout le monde. Ouais. Donc, ce sera les grands groupes, effectivement, des années 90, des groupes qui en vivent aujourd'hui. Donc, on a Metallica, on l'aura cité assez de fois aujourd'hui, tout ce qui est Rammstein, etc. Et donc, ça, c'est un métal qui, pour moi, reste quand même plus accessible. Je concède tout à fait que c'est pas pour tout le monde, mais ça reste quand même quelque chose d'accessible pour un premier pas, en tous les cas. Voilà. On a Slipknot, on a aussi oui. La Korn. Korn, voilà. On a toute la scène néo-métal comme Linkin Park, et qui d'ailleurs revient très très fort apparemment dans les jeunes groupes de métal français, j'ai entendu. Oui. Mais c'est vrai qu'il est plus une musique de fusion avec le rap. Il y a les Deftones. Oui. Voilà. Éventuellement Tool, si vous aimez les gens qui se prennent un peu la tête. Vous n'avez pas peur de vous ennuyer au moment? Ah ouais, bien. Donc voilà, ça je dirais que c'est la première grande catégorie et que c'est peut-être un peu avec ça qu'on met le pied à l'étrier. Alors après, dans les catégories, ça va de choses, on s'entend, on reste quand même de la musique extrême, mais de choses qui sont audibles à l'inaudible, assez rude, voilà, tout en bout de piste. Donc il y a toute une catégorie de groupes qui sont aussi avec des chants et des voix plus claires, quelque chose de plus mélodique, avec un son qui est moins lourd, moins agressif. Donc il y a toute cette partie-là. Et puis alors, là, on part dans les choses un peu plus rudes. Donc alors, c'est plus rude à plusieurs niveaux. Soit c'est la voix, en fait, vraiment un son, une voix très gutturale, vraiment une espèce de cri de détresse, là. Ils chantent avec leur estomac. Oui, c'est ça, ils chantent avec leur estomac. Et puis, la musique devient de plus en plus rapide. La batterie, la guitare est de plus en plus agressive saccadée. Et oui, rapide, etc. Et puis alors on passe aussi dans une voix complètement inverse, qui est en fait très torturée, très
Donc, vraiment la souffrance, quoi. Il a mal quelque part, faites quelque chose pour lui. C'est ça. Et puis alors, on a vraiment tout au bout de la course. Alors, vraiment tout ce qui est grind, etc., c'est des morceaux de 45 secondes. C'est tout le monde à fond. Le chanteur qui est en train d'imploser sur scène, le batteur, tout le monde, bam, 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 45 secondes, c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes. Après, il y a aussi des choses qui sont un peu plus psychées. Il y en a vraiment pour tous les goûts, en termes de chant, de rythme. Je crois que tu peux prendre métal et puis tu prends tous les autres types de musique existants et tu le mets après. Et donc, tu as un autre style de métal. Moi, je sais bien qu'il y avait une chaîne YouTube, et que je vais mettre le lien dans la description, qui avait fait un montage sur 100 types de métal différents. Oui, mais c'est ça. Mais c'est infini, en fait. C'est infini, oui. Et parfois, quand on t'explique, alors moi, j'aime le métal électro, technico, death, et toi, t'es déjà parti, en fait. Oui, c'est ça. Une explication. Oui. Moi, je reste quand même très fort dans une approche... elle est assez instinctive. J'écoute, j'aime pas. Voilà. Oui, c'est pareil. Voilà. Et il y a des trucs ultra saccadés, violents ou déstructurés où je vais faire waouh, parce qu'il y a une qualité du son et de la maîtrise technique qui va faire que waouh, waouh, waouh. Et d'autres trucs un peu édulcorés, je vais faire oh oui, c'est mignon, ça me dérange pas. Voilà, j'essaye d'éviter, parce que moi j'ai beaucoup de potes métalleux. Tu leur cites un nom de groupe, ils te disent c'est de la merde. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, je fais ouais, mais bon, alors, tu ne sais plus quoi. Oui, alors je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a l'expérience aussi scénique qui peut faire que tu as des types de métal que tu n'aimes pas. Et puis quand tu vas voir sur scène, tu trouves ça génial. Et que tu ne les écouteras que sur scène d'ailleurs. Tu achètes l'album, mais tu ne l'écouteras jamais en secret. Mais tu veux soutenir le groupe quand même. Je pense qu'il y a plein d'expériences différentes sur la scène. Si toi, tu devais conseiller quelques groupes, tu conseillerais quoi à l'heure actuelle ? Allez, vas-y, lâche-toi, hein, tu peux y aller dans le trash et dans le trash. On va commencer dans le trash. Alors, moi, je dirais, lancez-vous sur Power Trip, Gate Creeper. Donc ça, alors après, il y a tous les grands classiques. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui reviennent, en fait. Enfin, qui n'étaient pas vraiment partis, qui n'étaient plus vraiment là. Et qui, là, il y a un peu une relance de la scène métal. Un peu des zombies. Hein, oui, il y a Autopsy. Voilà, Autopsy qui vient de sortir un super album la semaine dernière ou la semaine avant. Les classiques Napalm Death, par exemple. Pas accessible à tous non plus, mais... Alors, pour terminer, pour toi, Sophie, qu'est-ce qu'il faudrait que les organisatrices, les organisateurs, les musiciens, les spectateurs et spectatrices de métal mettent en place pour rendre les concerts les plus ouverts à d'autres types de personnes que des vikings et des femmes vikings blancs? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour se dire, tiens, si on a notamment plus de filles. Enfin, moi, il n'y a rien qui ne me réjouit plus que de voir, par exemple, un groupe comme Crypta, où il y a 4 jeunes femmes qui n'ont même pas 30 ans, je crois, et qui te déchirent tout avec une maîtrise musicale et une puissance sonore. Crypta qui a joué hier avec Gojira, d'ailleurs. Ah bah oui, mais les grands noms, voilà. noms, hein, tout de suite. Tout de suite. Hein. Eh bien, je ne sais pas très bien ce qui pourrait être fait. Moi, j'ai l'impression, enfin, moi, en tous les cas, j'ai jamais été... fermé et mes concerts ne l'ont jamais été. J'ai pas l'impression non plus que c'est vraiment fermé. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Voilà, moi j'ai organisé pas mal il faudrait peut-être continuer à faire ça, organiser des groupes avec des filles et des filles qui sont là parce que c'est elles qui ont tout mis en place. Donc un peu mon équivalent mais sur scène quoi. Et où il y a parfois, voilà, j'ai eu des groupes où il y avait 2 guitares, une basse et une batterie. Il y avait 2 filles, mais c'était les filles qui écrivaient tout, qui écrivaient les paroles, qui géraient le groupe, qui géraient les tournées, etc. Donc ça, j'en ai eu pas mal. Et de faire un peu effet boule de neige, quoi. De se dire, après, elles vont... peut-être il y a 3 filles dans la salle, mais elles vont parler à des copines, ou elles vont se dire, ah bah ouais, mais moi aussi, je vais prendre une basse et je vais faire peut-être un peu... forcer le truc pour faire effet boule de neige.
sais pas. Ouais. Moi, de mon côté, je pense que c'est important d'avoir des podcasts comme celui-ci où on peut expliquer aux personnes, peu importe qui elles sont, vous pouvez y aller. Parce que si ça tombe, il y a aussi des gars qui n'osent pas aller en concert de métal en se disant je ne fais pas 1m85, je ne survivrai jamais. Mais si, mais si. Il y a tous les formats. Alors, il y a une tendance fort forte à quand même des gens de plus de 40 ans qui ont bu beaucoup de bière. Ça, c'est vrai. Oui, ça reste la norme. Ça reste la norme, mais bon, voilà, on est ouvert à la jeunesse. Mais voilà, je pense que le travail que moi, je peux faire en tant que podcasteuse et formatrice sur la question de genre, c'est donner des clés aux gens pour se dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout à fait. Ça. Vous pouvez faire des choix. Et si vous avez envie de faire du rap, du slam, du métal, de la peinture expérimentale ou aller sur Mars, allez-y. Comme quoi, il y a peut-être plein de gens, et notamment plein de filles, qui ont envie, mais qui n'osent pas parce qu'elles ont l'impression que c'est une chasse gardée. Ça ne l'est pas. Et je pense que venez. Voilà, venez. Je tiens aussi à dire que moi, en tant que spectatrice, je me suis toujours sentie en sécurité dans un concert de métal, effectivement dans la scène alternative. J'ai jamais été agressée, j'ai jamais été emmerdée. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non, pas ça, du tout ce que je veux dire. Je pense que ça existe comme partout, mais ce n'est pas du tout parce que c'est du métal que vous êtes en danger plus qu'ailleurs. Voilà. Alors maintenant, si vous allez dans un concert de Satanis au fin fond de la Norvège avec des mecs qui sont vénères et qui ont pris beaucoup de drogue, peu importe si c'est une fille ou un garçon, je pense que vous êtes en danger. Voilà, Faites attention. Voilà. Mais voilà, j'ai même été souvent protégée, notamment quand les pogos débordaient, que moi, ostensiblement, j'étais sur le côté parce que je voulais pas y aller. Les gars faisaient, et les filles faisaient barrage devant moi pour ne pas qu'on s'emmerdait. J'ai toujours vu les gens qui tombaient relevés par les autres. Il y a une sorte de règle dans les pogos. Tu n'es pas obligé d'y aller. Et si tu y vas, si tu tombes, on te ramasse. Exact. Alors, tu vas peut-être ressortir avec un peu de cheveux en moins, mais on t'a ramassé. On t'a ramassé. Je n'ai jamais été tripotée, etc. Par contre, quand je passe à des tailles de concerts, c'est-à-dire festival style Werther, ou à des gros concerts où on est plusieurs milliers, alors là, j'ai senti quelquefois qu'il y avait des mains qui n'étaient pas aux bons endroits, une certaine agressivité du fait de la foule et de la pression, je pense que tout le monde subit dans les gros événements. Si vous avez envie de tester un concert local, vous connaissez 2-3 personnes, vous allez passer un super bon moment. Au pire, vous serez sourd ou sourde, ça c'est sûr. Oui, prenez des bouchons. Mais vous allez passer quand même un moment parce que les gens, surtout, je pense, la plupart du temps, hyper emballés à l'idée d'avoir des nouveaux copains et des nouvelles copines. Oui, de voir des nouvelles têtes. Ça fait 20 ans qu'on voit les mêmes. Oui, c'est sympa de voir des nouvelles. Venez parce qu'on en a marre. Il y en a certains. Mais il y en a qui doivent se dire exactement la même chose de nous. C'est pas grave, on le prend bien. Mais ça, c'est vrai, c'est un super conseil. Je veux dire, là, en plus aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, il y a vraiment moyen d'avoir l'info. Voilà, tu es un mec, tu fais 1m70 ou tu es une fille, rejoins-nous. Voilà. Regarde ce qu'il y a comme salle près de chez toi et tu es le bienvenu. Voilà. Alors, Sophie, toi, ta salle fétiche, c'est la zone à Liège. Exactement. Voilà, on peut t'y retrouver avec les groupes que tu proposes régulièrement. Dans le public aussi. Souvent. Voilà, souvent. Plus que souvent. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez avoir les endroits. Vous pouvez trouver la page de la zone tout seul comme des grands sur Facebook sans souci. Mais il y a d'autres salles de concert à Liège, à Namur. À Namur, je peux citer le Belvédère qui organise régulièrement des concerts de métal. Ce serait juste chouette. Pas le mercredi soir. Vous pouviez faire ça le week-end, s'il vous plaît. Pensez aux vieux qui travaillent. Mais voilà. On fait ce qu'on peut avec les dates proposées par les tournées aussi. Exactement, je rigole. Mais voilà. C'était un message pour mes potes du Belvédère. Ah voilà, ça je peux rien faire pour eux. Et ben voilà, Sophie, merci beaucoup pour ta participation à ce podcast. Merci aussi. Il y aura peut-être un épisode 2 avec une thématique plus précise, avec un angle d'attaque particulier. On se retrouve tout bientôt pour la suite des aventures des Red Flagueuses. Je vous mets un maximum d'infos dans la barre d'infos, c'est le cas de le dire, et on se retrouve tout bientôt. Bisous, ciao. Au revoir. Merci Sophie. Merci aussi. Et voilà, le 5e épisode des Red Flagueuses, c'est fini. Merci encore à Sophie pour sa précieuse participation. Il reste encore 3 épisodes avant la fin de la saison 1 des Red Flagueuses.
Nous retrouverons bientôt Ben en tant qu'allié hétéro-cisgenre des féministes. Ensuite, un épisode que je vous proposerai toute seule comme une grande sur la question de la charge mentale. Et enfin, un épisode un peu plus fun avec Sarah, que nous retrouverons pour discuter de comment survivre sur les applications de rencontres en 2024 quand on a plus de 35 ans. N'oubliez pas de partager un max, ça m'apporte beaucoup d'énergie et à très bientôt.